Bienvenue à Kidira, dans le département de Bakel, une ville frontalière avec le Mali, bordée par la Falémé, un fleuve long de 650 km, traversant 3 pays, avant de se jeter dans le fleuve Sénégal, dont il est le principal affluent. Le fleuve Falémé caresse l'entière partie orientale du Sénégal, en bordant les régions de Tambacounda et Kédougou. Il est à ce jour le deuxième plus important cours d'eau d'Afrique de l'Ouest. S'il pouvait parler, la première chose que nous dirait ce fleuve serait probablement un appel au secours, mélangé à un cri de colère que cache la tranquillité de son courant. À Kidira, la vie des habitants était autrefois simple et paisible, faite de journées de pêche, de travail au champ et d'une relation étroite avec le fleuve qui les nourrissait, les abreuvait et leur procurait fraîcheur et propreté. Mais dans ce carrefour culturel où se rassemble un grand nombre d'ethnies, la quiétude populaire a depuis quelques années laissé place à une gangrène qui ronge progressivement tous les habitants de la région. Le fleuve Falémé est complètement détruit. Une destruction que le fleuve dépeint lui-même. Autrefois transparente, l'eau de la Falémé s'est progressivement teinte de cette couleur ocre. Comme si blessée, elle se mettait à saigner sans discontinuer. Vous voyez le fleuve, comment le couleur du fleuve a été. Avant, le fleuve était blanc. C'est comme un verre d'eau. Donc c'est transparent. Donc quand vous regardez, vous pouvez voir le fleuve là. Même si un poisson nage dans le fleuve, vous le voyez très bien, clairement. Mais actuellement, vous voyez, tout s'est boué. Même comme en travers du courant, quand vous regardez le courant, l'eau passe, vous voyez que tout s'est boué. C'est comme le Nil, c'était un don du Bundu, comme je puis dire, la Falémé. Maintenant, le fleuve est complètement détruit. Une couleur qui doit son origine à la présence d'agents chimiques et toxiques dans le lit du fleuve. Pour la pratique de leur activité, les orpailleurs du bord de la Falémé y déversent chaque année des kilolitres d'eau contaminée au mercure, un élément chimique nocif pour les systèmes nerveux, digestifs et immunitaires. Fortement utilisé pour séparer l'or du minéral, il est ensuite reversé directement dans les eaux fluviales. Dans certains sites, une étude de l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal révélait que la concentration en mercure s'élevait à 99 grammes par kilolitre, soit plus de 16 fois la limite maximale fixée par l'OMS à 6 grammes. Une présence alarmante qui vient s'ajouter à celle du cyanure, du plomb et d'autres métaux lourds, combinés aux litres d'essence et d'huile qui se déversent des machines de pompage et de dragage des orpailleurs. Je parle d'orpaillage, je parle de produits toxiques. Parce que pour laver l'or, il faut du mercure, il faut de la cyanure. Des produits purement, hautement toxiques qui sont utilisés et qui sont déversés dans l'eau. Et ça crée vraiment des désagréments aujourd'hui au niveau du fleuve. Et les conséquences ne se sont pas fait attendre. La Falémé est devenue entièrement stérile en l'espace de quelques années. Autrefois plein de vie, unissant une faune riche et une flore luxuriante, le fleuve est désormais un désert en mouvement. Les caïmans et hippopotames qui habitaient ces rives ont fui ces eaux qui menaçaient leur survie. Les nombreux arbres fruitiers et cultures de crues qui jonchaient le lit du cours d'eau laissent aujourd'hui place à des terres brûlées sur lesquelles plus un oiseau ne se pose. Mais celui dont l'absence se fait la plus sensible, c'est le poisson. Empoisonné par les eaux qu'elles habitaient, les espèces halieutiques ont fini par disparaître, emportant avec elles les revenus de centaines de pêcheurs de la région. Le cœur encore lourd, certains accusent le coup. Ce sont les orpailleurs. Il y a des Chinois, il y a les Maliens et il y a des Burkinabés qui sont dans ces fleuves-là. On a tout fait, on a tout dit, on a tout fait. Mais vraiment, ça ne va pas. Avant, l'orpaillage se faisait de façon traditionnelle. C'était les dames, après la saison des pluies, pendant la saison sèche, partaient faire un petit orpaillage pour préparer le mariage de leur fille, etc., etc. Mais depuis que l'orpaillage est devenu semi-industriel, avec l'arrivée des orpailleurs qui viennent de
tous les pays de la région, du Burkina, du Mali, du Ghana et même du Nigeria. Et actuellement de la Chine, et c'est ça le grand fléau. Cet orpaillage est devenu extrêmement nocif. Il y a une décennie encore, la Falémé était réputée pour sa richesse en poissons. Maliens et Sénégalais se rencontraient quotidiennement sur ce fleuve qui sépare leurs deux pays. Ils y jetaient leurs filets et remplissaient leurs pirogues en toute quiétude. C'était là un temps d'abondance dont profitait le moindre petit village sillonné par la Falémé. Une abondance qu'évoque la gorge encore serrée, ceux qui l'ont vu disparaître pour laisser place à la misère qui les frappe aujourd'hui. Ce temps-là, le temps passé sur le fleuve-là, c'était bon. Parce que notre pêche, ça donne bien. On prend beaucoup de poissons dans les fleuves de Falémé. Bon, il y avait beaucoup de noms de poissons, mais je ne peux pas parler de tous les noms de poissons là, parce que c'était trop. Comment on vivait ici? Vivait bon, mangeait bon, nourrit bon, dormait bon. Qui connaît la Falémé avant et la Falémé d'aujourd'hui, une grande différence. Nous-mêmes, lorsqu'on était très jeunes, vraiment au niveau du fleuve, le fleuve avait une activité. La baignade, nos mères allaient faire le linge, la vaisselle. Nous-mêmes, on pouvait l'eau du fleuve. Normalement, ça ne faisait absolument rien. Bon, du point de vue agricole, pendant les cultures de crues, ça rapportait beaucoup de choses. Les paysans, il y avait beaucoup de poissons. Mais à l'heure actuelle, toutes ces activités qui sont réduites et qui vraiment mettent la population dans une vulnérabilité extraordinaire. Le pêcheur peut gagner 100 000 ou bien 150 000 par journée après une journée de pêche. Mais aujourd'hui, le poisson est rare. Rare. Pour avoir même 1 kilo de poisson pêché au niveau de la Falémé aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est vraiment difficile. Difficile, voire même périlleux pour la santé des pêcheurs qui ne pouvaient se résoudre à abandonner une activité qui les a nourris toute leur vie. Tu pèses, tu ne gagnes rien. Et en fait, tu pèses, tu es en train de tomber malade. L'eau là, parce que même ça touche le corps, ça te fait gratter le corps. Donc même si tu laves, tu fais la lessive, voilà. Donc les habits que tu laves dans cette eau, même si tu as porté cet habit, et quand tu transpires, tu verras, donc tu vas te sentir le corps vraiment, ça ne va pas. Donc c'est l'eau qui fait tout ça. Voilà, donc on a des problèmes vraiment. Donc on est en danger ici, en danger. Plus de poissons à pêcher lorsque l'on est pêcheur, cela nécessite pour ces hommes de renoncer au travail de leur vie. Un travail appris aux côtés de leur père, bien souvent le seul qu'ils sachent faire. Et pour survivre, il leur a fallu se tourner vers d'autres activités, souvent difficiles, et dans d'autres régions du pays. Voilà le choix à faire pour des centaines de chefs de famille face à ce fleuve qui se meurt. J'ai laissé ici carrément maintenant parce qu'il n'y a plus de poissons. Nous allons vers Kédougou pour aller tenter notre chance là-bas. Les activités ont changé, forcément. Quand il n'y a plus de poissons dans le fleuve, les gens s'attellent à d'autres choses. Surtout la jeune génération, actuellement, ça donne à des métiers comme les réparateurs de motos, des menuisiers métalliques, ébénistes et autres. Mais quand même, la pêche aujourd'hui, vraiment, c'est difficile pour voir des jeunes pêcheurs. C'est un peu difficile. Moi, je suis de la classe des jeunes, parce que j'ai vécu avec eux. Mais en tout cas, c'est les anciens qui faisaient la pratique. Aujourd'hui, rares sont les jeunes qui s'adonnent à cela. Vraiment, ils ont changé de métier. Pour certains, le changement a été plus radical. Au-delà du métier, c'est leur famille entière qu'ils ont dû quitter pour continuer à les faire manger. Ce qu'on peut craindre réellement, c'est une région à forte immigration. Ce qui retenait les gens, c'était un peu la pêche, l'agriculture, l'élevage en tout petit peu. Mais s'il y a tous ces problèmes de marché, toutes ces activités ne donnent plus, ne font plus vivre leurs pratiquants, les gens sont obligés de changer. Et la vie est menacée. Ce qui faisait vivre les gens, si cela n'existe pas, les gens sont obligés d'aller ailleurs. L'exode rural, comme on le dit, les gens sont obligés de se déporter sur les grandes villes pour aller pratiquer d'autres œuvres, d'autres activités. Et cela n'augure pas de bonnes choses. Parce que quand on a des jeunes, une population jeune, qui migrent vers d'autres cieux, ce qui veut dire que l'économie locale est paralysée. Un exode rural qui renforcerait encore plus l'isolement dont est victime cette région orientale du Sénégal
et qui marquerait le déclin irréversible de son économie déjà fragile. Tout comme la faune aquatique, la flore s'est elle aussi trouvée atteinte par la toxicité des eaux du fleuve. Alors que des villages entiers vivaient autrefois des cultures abondantes et variées, sur des terres autrefois fertiles, l'eau de la Falémé, que les paysans pompaient pour irriguer leurs champs, est venue mettre fin à la tranquillité des villageois, qui chaque année perdent un peu plus de leurs maigres restes. La pollution des eaux est venue empoisonner à leur tour les plantations des agriculteurs. Les débits, on fait les oignons, on fait les gombos, on fait le chou, on fait les tomates, on fait un peu maïs. Bon, dernièrement, on a fait le piment. Depuis le hors-péage, il arrive ici, David, il n'y a rien. Pour arroser votre champ, vous utilisiez quelle eau? Les lots de fleuve. Le fleuve Falémé. Falémé. Okay. C'est là-bas on prend. Quand il est hors péage arrive, c'est catastrophe. Ça fait combien de temps que c'est comme ça, cette situation? Des situations, 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. 3 à 4 ans que Salif Diallo a dû s'habituer à voir ses productions diminuer jusqu'à ce qu'il soit contraint d'y renoncer entièrement. Aux tomates, oignons et gombos, l'homme a dû se résigner à ne garder que les cultures les plus robustes, seuls encore capables de s'habituer aux nouvelles contraintes auxquelles le maraîcher fait face. Après, quand il commence, le rendement là, il descend, jusqu'à on trouve rien. Ça s'est fait petit à petit? Petit. C'était une année, il y avait moins, oui. L'autre année encore moins, oui. Et maintenant? Il n'y a rien, rien on trouve ici. Mais il a fallu un temps au maraîcher pour comprendre d'où venait son malheur. Lui qui utilisait depuis des décennies l'eau de la Falémé pour arroser ses terres, était bien loin de se douter qu'elle s'était transformée en un poison, décimant lentement tous ses plans. Au début, on ne savait pas, c'est pour le débit, on ne savait pas. C'est après, on a fait tous les produits, on croyait que c'est une maladie ou quelque chose comme ça. On a fait tout, on n'arrive pas. Vous avez essayé de traiter le champ avec des produits contre les maladies, pour les oignons, pour les tomates, et rien n'a marché. Rien marché. Après, on savait, c'est le lot de... En début, les gens là, ils nous disent, c'est l'eau là, il est en produit, on ne croit pas. Après, on savait s'il y a un produit qu'on verse dans le lot là, on met ça dans notre truc là. Ça ne va pas du tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On attend le hivernage. Sinon, si on n'a pas ça, aujourd'hui, vous pouvez trouver ici, il y a beaucoup. Quand même, on attend l'hivernage. Depuis l'hivernage arrivé, il n'y a pas beaucoup plu. C'est pourquoi on est en retard. Pour le manger. Mais l'histoire de Salif n'est en réalité pas un cas unique dans la région. En quelques années, l'utilisation de l'eau de la Falémé a rendu malades les cultures de tous les agriculteurs qui en faisaient usage, faute d'autres moyens. Résultat, ce sont plus des 2/3 des cultures agricoles qui ont disparu des champs de la région en une poignée d'années. Alors comme les productions deviennent de plus en plus rares dans la région, celles qui restent sont vendues à prix d'or. Avant le début des pertes de rendement, les locaux nous racontent que les oignons étaient vendus au marché à 200 francs le kilo. Aujourd'hui, pour la même quantité, il faut débourser 1500 francs CFA, soit une évolution de 650% du prix en une demi-décennie. Pour les maraîchers qui continuent à exploiter leurs champs, aucune autre source en eau propre que celle de la pluie en hivernage n'est disponible en saison sèche. Sur les immenses parcelles à cultiver sous un chaud soleil, les forages et pluies apparaissent bien faibles pour couvrir la demande en eau des cultivateurs
qui ne disposent pas de moyens pour en faire construire. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas vous passer du fleuve. Il n'y a pas d'autre eau ici. Il n'y a pas. Il faut des moyens pour faire les forages. On ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas construire de puits ici qui puisse arroser toutes ces parcelles. On ne peut pas. Notre agriculteur est propriétaire d'une parcelle de 10 hectares, où chaque hectare a besoin de 20 litres d'eau par semaine pour produire en quantité et qualité correcte. Cela revient à plus de 800 litres chaque mois, qui sont nécessaires à l'activité de ce seul homme. Dans une région à forte sécheresse hors période d'hivernage, une telle demande est impossible à couvrir sans le fleuve. Des champs entiers que certains paysans avaient hérités de leurs pères, qui les avaient eux-mêmes reçus du leur, se retrouvent laissés à la pâture des chèvres et moutons qui y broutent l'herbe qui y pousse encore. Un paysage bucolique qui cache en réalité une grande misère qui commence à s'abattre sur ces hommes. Chaque année, ils sont les témoins impuissants de la longue agonie des terres qu'ils ont travaillées toute leur vie. Un jour viendra, ils le savent, où plus rien ne résistera. L'année dernière, tout ça, on a fait piment. Il n'y a pas de rendement. On met beaucoup d'argent. On met beaucoup d'argent. On met on achète les engrais, on achète les urées, on met de tout. On prend les gasoil, on met dans les machines. Il n'y a rien. Maintenant même, moi j'ai peur même, mes enfants, pour aller dire Europe. J'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Chaque jour, tu entends les gens là, ils sont morts là-bas. On a peur des enfants pour partir. Quand même, les enfants, ils ne peuvent pas rester ici. Ils regardent les pères, les mères avec les enfants, ils ne peuvent pas manger. Car c'est bien là une autre conséquence de l'intoxication de la Falémé. La migration irrégulière, qui en 2023 se fait déjà particulièrement importante depuis le Sénégal, compte bien à ses bords des habitants de la région. En 2022, une dizaine de candidats à la migration, partis du Sénégal vers l'Europe, étaient originaires de Kidira. De sources locales, au moins 3 d'entre eux sont morts au cours de la traversée. Du jamais vu pour cette région du Sénégal où chacun connaît l'autre. Pour les locaux, les conséquences économiques qui découlent de la pollution du fleuve expliquent ce tragique phénomène inédit. Tu sais, avant là, il n'y avait pas un enfant de long cette fleuve-là qui va en Europe. Ce qu'il pèse, c'est de débrouiller avec ça. Mais maintenant, depuis en 2010, quand nous avons commencé de quitter ici pour aller en Europe, c'est maintenant qu'on a commencé. On a commencé en 2012. Les grands là sont là. Bon, mais ils n'ont jamais parti même à Dakar. Ils ne connaissent pas même à Dakar. Il est là, il pêche, il mange, bien nourri. Voilà. Mais c'est nous, en 2010, qu'on a commencé à aller faire l'aventure. Face à cette situation insoutenable, quelques habitants de plusieurs dizaines de villages se sont rassemblés pour tenter de mettre à l'unisson les problématiques qu'ils rencontraient face au changement d'état de la Falémé. Quand il y a eu l'orpaillage a commencé à montrer ses effets négatifs, les premiers à s'en rendre compte, ce sont les pêcheurs. Comme eux, ils sont tout le temps au fleuve. Ils ont vu que l'aspect de l'eau a changé, c'est devenu beaucoup plus boueux. Ils ont vu aussi que la rareté des poissons commençait à apparaître. La limpidité de l'eau a disparu. Ils ont dit, écoutez, il y a un problème au niveau du fleuve. Il faut qu'on essaie de voir le pourquoi et comment s'y prendre. C'est ainsi qu'en 2019, on a sensibilisé tous les villages, on les a convoqués. Ils sont venus ici à Kidira, il y avait à peu près une quarantaine de villages. On a fait une réunion. Les pêcheurs ont expliqué ce qu'ils ont vu. Les agriculteurs ont expliqué ce qu'ils commencent à voir. Les éleveurs ont expliqué comment se comportent leurs animaux actuellement, quelle est la situation des animaux en termes de leur santé, etc. On s'est dit, il faut qu'on mette en place une structure qui va s'occuper du problème. Donc on va mettre en place un comité de veille et d'alerte.
de la Falémé. Un groupement qui, à l'instar de l'enjeu que représente le fleuve, se part d'une dimension internationale, dépassant les frontières que creuse la Falémé. La Falémé, ça concerne pratiquement 4 pays, le Sénégal, le Mali, la Guinée et la Mauritanie. Et comme les Maliens sont beaucoup plus proches de nous, donc on a créé le comité CVA Falémé, ça veut dire comité d'alerte et de veille Falémé Mali-Sénégal. Le comité s'est ainsi employé à sensibiliser les populations sur les dangers qu'ils risquent en utilisant l'eau du fleuve. Mal accueilli par les locaux au début, le message du comité est parvenu progressivement à s'installer dans les esprits des personnes concernées par les conséquences directes de leur péage en bordure du fleuve. Nous avons commencé à Arundu, là où la Falémé se jette dans le fleuve Sénégal, jusqu'après Sonkonkou, jusqu'à vers la frontière guinéenne. On a fait près de 120 villages. Mais il faut dire qu'au début, on a été mal reçus dans les villages. Il y a même des villages qui n'ont même pas voulu nous donner à boire ou à manger. Parce que ça se comprenait un peu. C'était leur source de revenus. Et du jour au lendemain, leur dire arrêtez, alors qu'ils n'ont pas encore vu les effets, c'était difficile pour eux. Mais quand même, on a insisté. On a été, nous sommes repartis dans les villages, on a fait. Et jusqu'au moment où ils se sont rendus compte, quand les effets négatifs ont commencé à apparaître, ils ont commencé à comprendre notre rôle. Ils ont commencé à nous accepter. La sensibilisation s'est aussi dirigée vers les habitants de villages isolés. Là-bas encore, la lessive, la vaisselle ou encore la toilette se faisaient directement dans la Falémé dont ils buvaient allègrement l'eau qu'ils ont puisée. Aujourd'hui, ces pratiques-là sont devenues extrêmement dangereuses pour quiconque n'y mettrait pas un terme immédiat. Même dans le village de Sénoudébou, le personnel de santé tente d'éveiller les consciences sur les conséquences sanitaires désastreuses qui sont liées à l'usage de l'eau de la Falémé. Pour cette eau-là, il y a des conséquences néfastes parce qu'on reçoit ici beaucoup de cas de maladies bilharzieuses. Il y aura aussi des cas de fièvre typhoïde. On a aussi des dermatoses. Oui, c'est pas bon à consommer, ni à boire, ni à se baigner. On est en train de sensibiliser. D'ailleurs, on a une OCB, organisation communautaire de base, qui fait la sensibilisation au niveau autour des 5 villages, oui, pour que les populations diminuent à se baigner ou bien à consommer l'eau. Une autre pathologie que l'infirmière pointe du doigt est la bilhariose urinaire qui se transmet à l'humain par simple contact cutané avec une eau contaminée. Cette maladie est responsable de la mort de plus de 150 000 personnes à travers le monde chaque année. Selon la soignante, l'état de contamination de l'eau de la Falémé accroît le risque d'attraper cette maladie pour ceux qui s'y baignent encore. Pour tenter d'éviter les risques, ces ménagères ont pu trouver un marigot à l'eau encore propre pour laver leur linge et faire leur toilette. D'autres, en revanche, n'ont pas cette chance. Dans des villages sans infrastructures développées pour puiser en quantité dans les nappes phréatiques, le fleuve reste le seul moyen d'accéder à l'eau, notamment en période de sécheresse. Les occupants de ces villages-là savent le danger sanitaire qu'ils prennent en s'y lavant et en continuant à utiliser l'eau. Mais ils se déclarent impuissants face à cette situation qui les dépasse. kono noon miɗen tampide banggal ndiyam ɗam min ngala ala to min kucci ala to min pay koye ndiyam e tan min pay subaka fof koye maggo min garata ndiyam forage ɗamne kadi ko ma mbaɗa omo mbaɗa madar wojata min tan koko min jari miɗen tampe banggal ndiyam he yoɓe miɗen ñaagui ballal e keewal min ngala goɗɗum ko ɗo tan min loototo sa lootima e maayo he ma ɓandu ma ngata. ko maayo min goni ngoɗo maayo min tampi min lorli maayo ngo sa joli hen aɗa lonna ɓandu ma ngatan sa hoti ko ma jogoɗa cegeneji ma aɗa ŋaño anani
lonnu so wona ronkere min jolotano e goɗo maayo ni kono haali ko ronkere ɓiɗɗo debbo moƴƴata ko ma lonna ma looto anani ko dañeteno fof natti dañede somin lonni laaɓata somin kooti ko mamin lallita anani mamin lallita comti amen ha laaɓa min mbula sa lootima e maggo sa yeehi koma lallitoɗa ɓandu ma heddoto kone ngata adda puƴe liɗɗi ko dañetono fof natti dañede. Il y a quelques années, le village s'est certes doté d'un système de forage pour pomper les minces réserves des nappes phréatiques, mais il demeure insuffisant pour permettre à tous de couvrir leurs besoins quotidiens. L'eau propre est donc économisée et distribuée en priorité aux plus fragiles. Hen goɗɗum sukaɓe min gaddataɓe gaani gati somin gaddiɓe ga joni somin lootiɓe ga henna soɓe jeehi koye cegeneji mabɓe ɓe jogoto eɓe ŋaaño kadi wontanaɓe pawle e puƴe anani joni min gaddataɓe gani sona ɓurɗo hen tidde hoore min gadda ɗum ga somin looti ɗum somin jeehi min lallita ɗum ndiyam laaɓɗam anani hay minen joni hen goɗɗum min lotata ko gani min lonnan tan somin jeehi min lallito ndiyam laaɓɗam somin lootima ɗam tan somin jeehi ko ceguineji amen min jogoto miɗen ŋaaño anani hay joni min ɗeni lonna e majjam kono min lotata ko somin jeehi ko galle min lototo Allah e majjam no ɗam wayni sa lootima ɗam ɓanduma ŋata addanma ko puƴe eyyi ɗum noon ndiyam ɗam kam hande aɗam tampini min so Allah. wuron ko kayne jogui hen goƴa ne jogui hen caɗele no fewi kono ala koɓe mbawi hen ala koɓe mbawi hen ko waɗi ɗum minen kay min pintan min jiigo ngo waydani e joni mi hokki joom wuuro konngol joom wuuro ari mi hokki hima daw konngol yo hima jokkit ko heddi ko. Mais au village de Gouléal Samba, comme dans de nombreux autres que borde la Falémé, un autre problème vient secouer la vie des villageois. Une fois encore, les activités d'orpaillage pratiquées au bord de la Falémé sont pointées du doigt. Ces villages sont en effet reliés aux grandes villes du secteur par des routes de mauvaise qualité, fragiles et souvent inondées en période de forte pluie. Lorsque cela arrive, le fleuve devient alors le seul moyen de connexion avec le reste du pays. Mais les activités d'orpaillage ont défiguré le lit du fleuve, qu'ils creusent et ensevelissent de part et d'autre. Aujourd'hui, la Falémé court dans un tombeau à ciel ouvert, et cela menace la survie de centaines de petits villages. Kadam Kidra Katabla Songungu, Ameka Miesra la Folofolo la, en temps 2012-2011, Ankome Barala, nous avons reçu un caïnquois. Kenga Watina, Mochaman de Barak et Jin Sanfe. Djelendo, donc, Djila Feon, il faut Malini, Djegen, normal, Jin Jiren Fanado. Une situation qui met en embargo toute une partie du Sénégal et sa population et vient creuser plus profondément encore la fracture entre un Sénégal des villes et un Sénégal des champs. Nous ici, on a plusieurs fléaux. Les populations du département de Bakel et particulièrement le Bundu subissent vraiment une injustice territoriale extraordinaire. On n'a pas de route, on est enclavé, il n'y a pas de pont. Et le fleuve qui était un moyen de transport de marchandises pour venir ravitailler les populations qui sont au sud. Le fleuve aujourd'hui, avec les dragues, il y a des monticules sur le fleuve et les pirogues, ça crée des accidents. Ça fait retourner les pirogues. Donc les gens n'osent plus utiliser ça aussi. Donc vous voyez, non seulement l'orpaillage détruit l'eau, mais ça empêche même le ravitaillement des populations qui en ont besoin. Surtout que c'est une zone complètement enclavée, il n'y a pas de route. Pendant l'hivernage, la seule voie de ravitaillement, c'est le fleuve, c'est la Falémé. Et aujourd'hui, même cette voie, elle est obstruée par des monticules. Ils ont creusé, ils ont détruit des trucs. C'est extraordinaire. Mais si la menace était encore plus importante pour ces populations du Sénégal lointain, pour ces hommes et ces femmes qui ont passé toute leur existence à tisser des liens étroits avec le fleuve, devoir s'en éloigner signifie aussi perdre un bout de leur tradition séculaire et de leur identité. Leur culture, encore préservée et soignée, est maintenant elle aussi sous l'ombre de la mutation de la Falémé. On ne reconnaît plus l'authenticité culturelle ici. D'abord du fait de l'immigration, tous les hommes partent
Ce qui reste, ce sont des femmes et des enfants. Et comme on disait effectivement, par exemple le fleuve, à l'époque, quand il y avait un mariage, le fleuve aussi jouait un rôle culturel dans ce sens-là. Parce que la mariée, après une semaine, après la première semaine de mariage, après la première semaine de lune de miel, le village se réunissait, accompagnait la mariée au fleuve pour faire le linge pour faire le linge. Et à cette occasion, on récupérait les linges de tous les voisins. Les jeunes filles récupéraient tous les linges pour aller linger. C'est une fête. Et ça se perd aujourd'hui. On ne peut pas linger au fleuve aujourd'hui, vu l'état du fleuve. Mais c'est sûr que si au moins le fleuve était dans sa situation d'antan, au moins peut-être cette situation allait se perpétuer. Au moins les gens allaient continuer à aller faire le linge après les mines de Nuel, où tous les villages participent, etc. Il y a une fête, etc. Mais même ça, on est en train de le perdre. Ça c'est dû au fait à la situation du fleuve. Des traditions ancestrales, elles aussi mises en danger par le fleuve, qui emporte dans ses eaux troubles toute l'histoire d'une partie du Sénégal préservée face à un silence des autorités étatiques. Ici, souvent on se demande est-ce qu'on appartient au Sénégal, hein? On se demande est-ce que nous sommes des Sénégalais comme les autres. Quand on entend les milliards qu'on investit à Touba, à Tivaouane, à Dakar, à Rufisque, alors que nous, un petit pont qui sert à ravitailler des milliers de personnes, ce pont, on est incapable de faire un petit pont pour permettre aux gens de se déplacer, pour ravitailler ces populations. On se demande, on appartient à quel pays? Les gens ont le sentiment, on n'a pas un sentiment d'appartenance. Pourquoi ici, même quand quelqu'un ici dit que je vais au Sénégal? Parce qu'il n'y a pas une équité territoriale. Il y a une injustice énorme. Énorme. Les populations subissent tout. Pourtant, cette situation n'est pas irréversible. Les solutions existent pour mettre un terme définitif à ces désastres, mais elles ne sont apportées que de certaines autorités. Quelques-uns les accusent d'inaction. Non, c'est l'État qui est complice, pour vous dire la vérité, c'est l'État qui est complice. Parce qu'on a dit ça, les maires sont là, sont les complices. Les sous-préfets, les préfets, le gouverneur, le ministre, on a tout dit. C'est eux qui sont les complices. C'est eux qui travaillent avec les Chinois. Personne ne peut pas quitter en Chine, qui vient travailler dans cette île qui n'a pas d'autorisation, c'est pas possible. L'État qui est là, c'est l'État qui est complice, pour vous dire la vérité. Voilà. C'est pas les Chinois qui nous ont tirés, c'est l'État qui est en train de nous tuer, pour vous dire la vérité. Il faut que le président du Sénégal, que le président du Mali et celui de la Guinée décident d'envoyer les forces de défense et de sécurité pour dégager tous les orpailleurs de la Falémé, eux et leur matériel. Et faire en sorte que, quand on les dégage, qu'ils ne reviennent plus. Si ça se fait, le fleuve va retrouver sa situation d'avant et tout le reste reviendra. Mais cette passivité de l'État risque bien d'avoir des conséquences qui dépassent les seules régions est du Sénégal. À n'y rien faire, les produits toxiques qui s'accumulent dans ces eaux en mouvement vont s'infiltrer dans les nappes phréatiques et gagner les sources d'approvisionnement des grandes villes du pays, dont les habitants pourraient bien eux aussi subir des sorts semblables à ceux des régions traversées par la Falémé. La Falémé constitue 25% des eaux du fleuve Sénégal. Si tous les produits en fait dérivés du lavage d'or, le mercure, le cyanure, se déversent dans le fleuve, qui pollue le fleuve, cela va se sentir au niveau du fleuve Sénégal. Et même les populations de Dakar, de Mauritanie, en fait, de Nouakchott, surtout de Dakar, qui sont alimentées par le fleuve Sénégal, vraiment, elles seront impactées. Donc il y a un grand désastre qui se mène, qui est en train aujourd'hui de se faire dans cette partie du fleuve. Et là, c'est catastrophique. L'action des États sénégalais et maliens est maintenant nécessaire. N'ayant plus rien à perdre, les populations commencent à faire montre de leur colère envers les orpailleurs de la Falémé, responsables de la détérioration du fleuve et de leur mode de vie. Certains n'hésitent plus à se substituer aux forces de défense et de sécurité de leur pays et se mettent à prendre les armes pour se faire justice eux-mêmes. En avril 2023, des dizaines d'hommes de la région malienne de Kaye ont attaqué un site d'orpaillage situé dans le cercle de Kéniaba, à la frontière avec le Sénégal. Un événement qui pourrait bien être le précurseur d'une nouvelle forme d'insécurité qui menacerait la région, voire même le pays.
On est à la merci, je ne veux pas le dire, de toutes sortes de groupes vraiment mafieux, si je veux dire, qui sont le long du fleuve, qui exploitent et qui ne sont pas inquiétés et qui le font comme ça. Il y a une poche ici, qu'on appelle la poche de Kenyeba, qui est entre le Mali, le Sénégal et la Guinée. Si nos États, particulièrement l'État du Sénégal et l'État du Mali, ne font pas attention, c'est là où on risque d'avoir des problèmes d'insécurité. Parce que même leur péage là, qui contrôle les revenus de cette affaire, ça va vers où? Ça sert à qui? Personne ne sait. Pourtant, les textes légaux nationaux et internationaux sont déjà couchés sur le papier et interdisent bien les activités aurifères en amont de la Falémé. L'État du Sénégal, tout comme l'organisation de mise en valeur du fleuve, ont déjà légiféré sur la question. Les populations en appellent désormais au secours de l'État. Donc on a initié des pétitions qui est en cours d'élaboration, en cours de signature. Et ces pétitions, nous voudrions vraiment que les autorités, nous voulons les soumettre aux chefs d'État du Sénégal et du Mali pour que vraiment ils prennent des mesures. On peut sauver encore la Falémé. Drame écologique, drame économique, drame culturel, on l'aura compris, la Falémé est un fleuve central dans la vie de milliers de Sénégalais. Pourtant, ceux-ci sont victimes de ces pratiques illicites perpétuées en toute impunité. Pourtant, le temps est encore celui de l'action avant la lamentation. Quand les textes de loi nationaux comme internationaux ont été écrits, n'est-il pas du devoir de l'État de tout faire pour les appliquer? Aujourd'hui, les solutions existent et pourraient rendre à ces Sénégalais leur vie d'antan. Mais sans l'action concrète de l'État et des États, rien ne pourra se faire.